À Ouagadougou, 1000 bus neufs bouleversent soudainement un système urbain figé depuis des années. Financés sans dette extérieure, uniquement par l'or et le coton nationaux, ces véhicules condensent une promesse de mobilité, d'emplois locaux et de souveraineté économique sous pression sécuritaire constante. Que signifie réellement ce pari pour les familles pressées, pour la ville au quotidien et pour Ibrahim Traoré face à la volatilité des marchés mondiaux actuels? Un test grandeur nature commence, observé bien au-delà du Burkina Faso. Cette analyse s'engage à dépasser l'image spectaculaire des 1000 bus pour évaluer ce qu'ils révèlent du pouvoir économique local. Pour vous, l'essentiel est de comprendre rapidement la crédibilité réelle d'un pari souverain. L'enjeu dépasse la mobilité urbaine et touche à une question centrale pour l'Afrique contemporaine. Un État sous contrainte sécuritaire peut-il financer, produire et maintenir une infrastructure lourde sans recourir à l'endettement extérieur? Derrière chaque véhicule en circulation se jouent des arbitrages précis entre investissement initial, coût de maintenance, formation technique et résilience budgétaire. Ces choix, souvent invisibles, déterminent la durée de vie du projet autant que son impact immédiat. Le risque est double. D'un côté, la volatilité de l'or et du coton peut fragiliser l'équilibre financier. De l'autre, l'échec renforcerait l'argument selon lequel l'autonomie économique reste incompatible avec l'instabilité sécuritaire. La promesse est tout aussi claire. Si l'expérience tient, elle pourrait redéfinir la manière dont des infrastructures africaines sont financées, auditées et rendues visibles aux citoyens. C'est précisément cette frontière étroite et décisive que l'on va maintenant examiner pas à pas. Dès les premières semaines, un chiffre s'impose et déplace le débat. Plus de 80 millions de dollars ont été mobilisés sans dette extérieure. Dans un pays en guerre interne, cette somme, issue uniquement de l'or et du coton nationaux, place immédiatement l'initiative dans une catégorie à part. Ce point de départ change la lecture du projet. Il ne s'agit pas d'un programme de transport conçu dans un environnement stable, mais d'une démonstration menée sous contraintes sécuritaires permanentes. Le Burkina Faso traverse une période marquée par la pression terroriste, des ressources budgétaires limitées et une défiance ancienne envers les modèles fondés sur l'endettement extérieur. Dans ce contexte, Ibrahim Traoré transforme une vulnérabilité structurelle en signal politique et économique. Le financement interne devient un message autant qu'un mécanisme. Le choix du transport public répond à une logique précise. À Ouagadougou, les déplacements quotidiens représentaient un obstacle concret à l'accès au travail, à l'éducation et aux soins. Avant le projet, la ville dépendait largement de minibus vétustes, irréguliers et saturés, générant des pertes de temps constantes. Introduire une flotte structurée permet donc un impact rapide, visible et mesurable, condition essentielle pour crédibiliser une stratégie économique plus large. Autour de ce noyau, une architecture plus profonde se met en place. Les ateliers locaux sont réorganisés, des milliers de jeunes sont formés aux métiers techniques et une chaîne d'assemblage et de maintenance commence à émerger. Cette dynamique vise à réduire non seulement la dépendance financière, mais aussi la dépendance industrielle. Le projet devient ainsi un laboratoire où l'investissement matériel sert de catalyseur au capital humain. Cependant, la contrainte mondiale reste omniprésente. La dépendance à deux matières premières expose le modèle à la volatilité des marchés internationaux. Ibrahim Traoré assume ce risque comme le coût d'un test grandeur nature. La question centrale n'est donc plus idéologique. Elle devient opérationnelle. Cette première réussite visible peut-elle résister aux cycles économiques et sécuritaires à venir, ou n'est-elle qu'une fenêtre favorable dans un environnement instable?
Pour mesurer l'impact réel du projet, il faut quitter les annonces globales et suivre des trajectoires individuelles. Le premier guide est un jeune technicien formé dans les ateliers réaménagés de Ouagadougou. Avant le lancement des 1000 bus, son horizon professionnel se limitait à des emplois informels, instables et peu qualifiés. En quelques mois, il acquiert des compétences mécaniques certifiées, participe à l'assemblage et à la maintenance des véhicules et intègre une économie formelle structurée. Le changement n'est pas spectaculaire, mais il est décisif, car il transforme une précarité chronique en trajectoire durable. Un second cas apparaît du côté des usagers. Une employée vivant en périphérie de la capitale limitait auparavant ses déplacements pour éviter des trajets longs et imprévisibles. L'arrivée de lignes régulières modifie son quotidien. Les horaires deviennent fiables, l'accès au travail plus sûr, la fatigue quotidienne réduite. Ces gains, modestes pris isolément, s'additionnent à l'échelle de milliers de foyers et produisent un effet cumulatif sur la ville. Ces expériences illustrent une logique plus large. Le projet ne vise pas uniquement la mobilité, mais l'activation simultanée de plusieurs leviers. Emploi local, montée en compétences, productivité urbaine et confiance collective. En reliant les quartiers périphériques au centre, le réseau agit comme un accélérateur discret, réduisant des frictions qui freinaient l'activité quotidienne. Cependant, ces effets restent précoces et concentrés. Ils dépendent de la continuité de l'exploitation, de la maintenance et de la capacité à absorber des chocs économiques. À ce stade, l'expérience montre surtout qu'une politique industrielle ciblée peut produire des résultats visibles rapidement, même dans un contexte instable. L'impact est réel, mais encore fragile aujourd'hui. Tout commence par une décision de rupture nette. Dans un contexte de guerre interne et de pression sécuritaire constante, le pouvoir burkinabé tranche. Le projet des 1000 bus sera financé sans aucun recours à la dette extérieure. Ibrahim Traoré valide ce choix comme un acte fondateur, à la fois économique et politique. Le signal est clair. Les ressources internes, principalement l'or et le coton, seront mobilisées immédiatement, sans phase pilote prolongée ni amortisseur financier externe. Le calendrier est volontairement serré, assumé comme une démonstration de capacité d'action rapide. La phase d'activation révèle aussitôt les premières contraintes. Les dépôts de Ouagadougou sont réaménagés dans l'urgence, les flux financiers redirigés et les commandes de composants lancées alors même que les équipes locales montent en compétences. Les ateliers fonctionnent sous pression continue. Chaque retard technique se répercute sur l'ensemble de la chaîne. L'absence de dette extérieure supprime toute marge budgétaire classique. Chaque problème doit être résolu en interne, en temps réel, avec des ressources limitées. Vient ensuite la montée en puissance, moment de tension maximale. Les pièces arrivent de manière échelonnée, parfois irrégulière. Les équipes apprennent en produisant. Des milliers de jeunes sont formés en accéléré au métier de l'assemblage, de la mécanique et de la logistique. Cette phase met à l'épreuve la cohérence du modèle. Le moindre dysfonctionnement menace l'ensemble du calendrier. Pourtant, la production progresse. Les premiers bus sortent des ateliers, encore imparfaits mais opérationnels. Le point culminant survient avec la mise en circulation progressive des véhicules. La ville change de rythme. Des lignes identifiables apparaissent, les horaires se stabilisent et les habitants commencent à adapter leurs déplacements. Le scepticisme initial cède la place à une adoption pragmatique. Le projet cesse alors d'être une promesse politique abstraite. Il devient une infrastructure vécue, mesurable dans les trajets quotidiens. À ce stade, Ibrahim Traoré insiste sur un élément central, la transparence. Les audits financiers sont publiés, les dépenses détaillées, chaque étape exposée comme preuve de gestion maîtrisée.
Les répliques apparaissent rapidement. L'exploitation quotidienne révèle de nouveaux défis. La maintenance devient un enjeu critique. Chaque bus immobilisé constitue un signal négatif potentiel. La disponibilité des pièces, la formation continue des conducteurs et la gestion des flux aux heures de pointe exigeant une coordination permanente. Pour répondre à ces contraintes, une industrie locale de maintenance commence à se structurer. L'objectif est clair: réduire progressivement la dépendance aux importations et sécuriser la continuité du service. Parallèlement, des effets systémiques émergent. Les quartiers périphériques gagnent en accessibilité. Les temps de trajet diminuent. La productivité urbaine s'améliore. Des emplois apparaissent au-delà du transport lui-même, dans les services et les activités connexes. Ces résultats renforcent le discours officiel sur la souveraineté économique. Toutefois, une vigilance constante s'impose. La dépendance aux revenus de l'or et du coton demeure. Chaque fluctuation des marchés mondiaux plane comme une menace silencieuse. La séquence complète dessine ainsi une dynamique en 3 temps: activation audacieuse, montée sous contrainte, stabilisation précaire. Le projet avance sans filet. C'est précisément cette absence de protection externe qui transforme chaque succès en argument et chaque difficulté en test décisif pour la vision portée par Ibrahim Traoré. Avant le projet, les déplacements urbains étaient imprévisibles. Après, les temps de trajet baissent d'environ 30% sur les axes les plus fréquentés. Cette variation constitue le premier indicateur clé car elle relie directement l'infrastructure à la vie quotidienne. Pour comprendre ce que représente ce 30%, imaginez un gain de temps quotidien, une meilleure ponctualité et un accès plus stable au travail, à l'école et aux soins. Le second chiffre structure l'ensemble de la lecture financière. Plus de 80 millions de dollars ont été mobilisés sans dette extérieure. Dans un environnement africain où les projets de transport reposent généralement sur des prêts multilatéraux étalés sur plusieurs décennies, cette singularité change la logique budgétaire. Ici, aucun calendrier de remboursement ne lisse l'effort. Chaque dollar engagé doit produire un effet visible rapidement, faute de quoi la pression financière devient immédiate. Autrement dit, ces 80 millions représentent des ressources internes mobilisées, une discipline budgétaire stricte et l'absence totale d'amortisseurs financiers. Le troisième indicateur concerne l'emploi. Le projet a généré plus de 10 000 emplois directs et indirects, répartis entre l'assemblage, la maintenance, la conduite et la gestion du réseau. Ce volume dépasse largement celui d'une simple exploitation de transport. Il révèle la constitution progressive d'une chaîne de valeur locale, centrée sur des compétences techniques transférables. En pratique, cela signifie une insertion formelle rapide des compétences durables et une diffusion économique qui dépasse le transport lui-même. Pris isolément, chacun de ces chiffres pourrait sembler encourageant mais insuffisant. Ensemble, ils dessinent une trajectoire cohérente à court et moyen terme. La baisse des temps de trajet améliore la productivité urbaine et libère du temps utile. L'investissement sans dette démontre une capacité de mobilisation interne rarement observée dans un contexte de guerre. La création d'emplois indique que l'effet dépasse l'infrastructure matérielle pour toucher le capital humain. Ces données appellent toutefois une lecture prudente. L'amélioration de la mobilité reste concentrée sur Ouagadougou et ses périphéries immédiates. L'impact économique demeure donc spatialement limité.
De même, les emplois créés dépendent étroitement du maintien de la flotte en circulation. Une dégradation prolongée des revenus issus de l'or ou du coton fragiliserait rapidement cette dynamique. Un indicateur indirect joue pourtant un rôle stabilisateur, la publication régulière des audits financiers. Bien qu'elle ne produise pas de richesse en soi, cette transparence réduit le risque de détournement et renforce la confiance interne. Dans un contexte marqué par la défiance envers la gestion publique, cet élément agit comme un multiplicateur de crédibilité. Ibrahim Traoré s'appuie explicitement sur cette logique. Rendre les chiffres visibles pour transformer un pari politique en démonstration mesurable. L'enjeu n'est donc pas de prouver une réussite définitive, mais d'évaluer une faisabilité opérationnelle. Les indicateurs actuels montrent qu'un État sous contrainte sécuritaire peut concentrer ses ressources internes pour produire des résultats tangibles. Ils ne garantissent même pas la soutenabilité à long terme. Ils indiquent cependant que le modèle fonctionne tant que l'équilibre financier, la maintenance et la transparence restent alignés. La question centrale demeure ouverte. Ces chiffres résisteront-ils aux chocs externes et aux cycles des marchés mondiaux, ou ne capturent-ils qu'un moment favorable dans une trajectoire encore incertaine? Les critiques les plus solides du projet reposent d'abord sur un argument macroéconomique classique. Fonder un investissement d'infrastructures majeures sur deux matières premières expose mécaniquement le financement à la volatilité des marchés mondiaux. L'or et le coton peuvent connaître des variations rapides, indépendantes de toute décision nationale. Dans un pays confronté à l'insécurité, une baisse prolongée des revenus réduirait la capacité à entretenir la flotte, à payer les salaires et à renouveler les équipements. Selon cette lecture, l'absence de dette extérieure ne renforce pas la résilience. Elle supprime au contraire un amortisseur financier traditionnel. Un second argument concerne la concentration géographique et sectorielle. Les bénéfices observés se concentrent largement à Ouagadougou, laissant une grande partie du territoire en marge. Les emplois créés, bien que significatifs, restent liés à un secteur unique. Les détracteurs estiment qu'un choc affectant le transport urbain aurait des effets en cascade sur l'emploi et la productivité locale. Le projet serait donc performant à court terme, mais insuffisamment diversifié pour constituer une base de développement équilibrée. Ces critiques sont cohérentes et doivent être prises au sérieux. Toutefois, les éléments observables apportent une réponse partielle mais concrète. La dépendance aux matières premières est réelle, mais elle est assumée comme un levier stratégique temporaire plutôt que comme un angle mort. En publiant régulièrement les audits et en exposant les flux financiers, le projet limite le risque de mauvaise allocation, même en période de tension. Cette transparence ne supprime pas la volatilité, mais elle en réduit les effets politiques et sociaux. Sur le plan sectoriel, les données montrent que la chaîne de valeur dépasse le simple transport. La formation technique, la maintenance locale et la gestion logistique créent des compétences transférables vers d'autres industries mécaniques. L'investissement ne se limite donc pas à des actifs roulants. Il construit un capital humain réutilisable, atténuant le risque de concentration sans l'annuler. Enfin, la critique géographique évolue avec le temps. Le choix de commencer par la capitale répond à une logique d'impact rapide et mesurable. Il s'agit d'une phase test, non d'un aboutissement. La question centrale n'est donc pas de savoir si le modèle est parfait, mais s'il fournit suffisamment de preuves pour justifier une adaptation progressive et prudente. Le débat reste ouvert,
mais il s'appuie désormais sur des faits observables plutôt que sur des hypothèses abstraites. À ce stade, on comprend que l'expérience ne se limite plus à une politique de transport, elle devient un révélateur de méthodes gouvernementales. Ce qui change la lecture, ce n'est plus le nombre de véhicules en circulation, mais la capacité de l'État à coordonner financement interne, production locale, exploitation quotidienne et contrôle public dans un environnement fortement contraint. La réussite partielle observée montre qu'un investissement visible peut servir de colonne vertébrale à une organisation économique plus large. Le basculement décisif intervient lorsque la maintenance commence à être assurée majoritairement par des équipes locales. Ce détail, souvent relégué au second plan, modifie profondément l'équation du risque. Tant que l'entretien dépend de fournisseurs externes, chaque panne menace l'ensemble du système. En internalisant progressivement ses compétences, le projet réduit son exposition opérationnelle, même si la contrainte financière demeure entière. Ibrahim Traoré s'appuie sur cette évolution pour déplacer le débat public. La question n'est plus seulement de savoir s'il est possible de financer sans dette, mais s'il est possible d'apprendre assez vite pour durer sans dépendance structurelle. Cette nuance transforme la souveraineté économique en processus continu plutôt qu'en état final figé. Ce point médian éclaire aussi les limites. La méthode fonctionne tant que la coordination reste étroite et la transparence maintenue. Un relâchement sur l'un de ces fronts fragiliserait l'ensemble. Le projet entre ainsi dans une phase décisive où chaque ajustement compte davantage que l'annonce initiale. Pour les institutions publiques, l'effet le plus immédiat concerne la gestion urbaine. La régularité des lignes et la visibilité des horaires facilitent la planification et réduisent la dépendance à des solutions informelles difficiles à contrôler. La baisse d'environ 30% des temps de trajet sur certains axes améliore l'accès aux écoles, aux centres de santé et aux administrations. Cette amélioration n'est pas seulement logistique, elle renforce la crédibilité de l'action publique dans un contexte où la confiance institutionnelle reste fragile. En rendant l'investissement visible et mesurable, l'État transforme une dépense en preuve de capacité opérationnelle. Pour les entreprises et les acteurs économiques, l'impact se concentre sur la productivité. Des déplacements plus courts et plus prévisibles réduisent les retards, stabilisent les horaires de travail et fluidifient les échanges commerciaux urbains. Les petites activités dépendantes de la mobilité quotidienne, comme le commerce de proximité et les services, bénéficient directement de cette régularité accrue. La création de plus de 10 000 emplois directs et indirects stimule la demande locale et renforce un circuit économique interne, même s'il demeure centré sur la capitale. À ce stade, l'effet est réel mais encore géographiquement limité. Pour les habitants, les conséquences sont plus diffuses mais profondément structurantes. Les familles vivant en périphérie gagnent un accès plus fiable au centre-ville, élargissant leurs opportunités professionnelles et éducatives. Le temps libéré par la réduction des trajets se traduit en heures supplémentaires pour le travail, la vie familiale ou le repos. Ces gains, rarement capturés par les indicateurs macroéconomiques, jouent un rôle central dans l'acceptation sociale du projet. Ils expliquent en grande partie l'adoption pragmatique observée après une phase initiale de scepticisme. À l'échelle régionale, enfin, les effets sont encore indirects, mais déjà perceptibles. Le projet attire l'attention de pays confrontés au même dilemme entre souveraineté économique et contraintes budgétaires. Il est observé comme une expérience plutôt que comme un modèle clé en main. Les analystes suivent de près la capacité du Burkina Faso à maintenir la flotte, à financer l'entretien et à absorber la volatilité des prix de l'or et du coton.
Dans ce cadre, l'initiative fonctionne comme un laboratoire à ciel ouvert, scruté au-delà des frontières nationales. Ibrahim Traoré relie explicitement ses conséquences à une vision politique plus large. Il présente les gains de mobilité, d'emploi et de compétences locales comme des preuves que la souveraineté économique peut produire des résultats tangibles à court terme. Toutefois, cette lecture s'accompagne d'une prudence stratégique assumée. Les bénéfices restent conditionnels, dépendant d'un équilibre financier délicat et exposés aux chocs externes. Ainsi, les conséquences du projet ne sont ni uniformes ni définitives. Elles dessinent une mosaïque d'effets positifs mais réversibles qui varient selon les acteurs et les territoires. C'est précisément cette hétérogénéité qui rend l'expérience pertinente. Elle montre ce que la souveraineté économique permet déjà et ce qu'elle n'a pas encore sécurisé durablement. Le scénario de base repose sur une stabilisation prudente. Dans cette trajectoire, la flotte existante est maintenue en fonctionnement sans expansion majeure. Les revenus issus de l'or et du coton demeurent suffisants pour couvrir la maintenance, tandis que les recettes liées à l'exploitation contribuent partiellement aux coûts opérationnels. La priorité est donnée à la fiabilité du service, à la réduction des immobilisations et à la consolidation des compétences locales. Si cette condition est respectée, alors le projet s'installe comme une preuve de faisabilité durable, sans prétendre à une transformation nationale rapide. Le scénario optimiste suppose un alignement favorable des facteurs externes. Les prix des matières premières restent soutenables, la pression sécuritaire n'augmente pas, et la coordination administrative conserve son efficacité. Dans ce cas, une extension progressive vers d'autres villes devient envisageable. De nouveaux ateliers seraient ouverts, les programmes de formation élargis et l'effet dépasserait Ouagadougou. Si cette trajectoire se confirme, alors l'initiative pourrait servir de levier à une politique industrielle plus large, tout en préservant le principe d'absence de dette extérieure. La crédibilité internationale du modèle s'en trouverait renforcée, ouvrant la voie à des partenariats choisis et encadrés. Le scénario de tension met en lumière les fragilités structurelles. Une baisse brutale des revenus liés à l'or ou au coton, combinée à une dégradation sécuritaire, réduirait la capacité à financer l'entretien et le renouvellement des bus. Des immobilisations prolongées affecteraient rapidement la confiance des usagers, puis l'acceptabilité politique du projet. Si cette situation se prolonge, alors le débat sur le recours à des financements externes referait surface, non comme un choix idéologique, mais comme une réponse à l'urgence opérationnelle. Face à ces trois trajectoires, une recommandation de méthode s'impose. Plutôt que de parier sur un avenir unique, la stratégie la plus robuste consiste à renforcer la flexibilité, ajuster le rythme d'expansion, diversifier progressivement les sources de revenus internes et maintenir la transparence comme outil de stabilisation constitué des garde-fous essentiels. Ibrahim Traoré présente cette approche conditionnelle comme une manière de gouverner sous incertitude en acceptant le risque sans figer l'avenir dans une promesse excessive ou une crainte paralysante. Ces scénarios, ces scénarios ne prédisent pas un destin. Ils dessinent un champ de possibles destiné à guider des décisions adaptatives au cours des prochains mois. Pour les travailleurs urbains, le premier changement concerne la gestion du temps. Des trajets plus courts et plus prévisibles réduisent l'incertitude quotidienne liée au déplacement. Cette stabilité améliore la ponctualité, limite la fatigue accumulée et permet une meilleure organisation entre travail et vie familiale. L'effet est discret mais constant. Jour après jour, il crée une forme de sécurité fonctionnelle dans un environnement marqué par l'instabilité. Chez les jeunes
En formation, l'impact est plus structurant encore. L'accès aux ateliers d'assemblage et de maintenance offre des compétences techniques concrètes, immédiatement mobilisables. Ces savoir-faire dépassent le cadre du transport public et peuvent être transférés vers d'autres secteurs mécaniques ou industriels. Pour une génération souvent confrontée au chômage ou à l'informalité, cette expérience représente une insertion durable plutôt qu'une opportunité temporaire. Pour les familles vivant en périphérie, le changement se mesure en possibilités nouvelles. L'amélioration de l'accès aux écoles, aux soins et aux marchés élargit le champ des choix quotidiens. Les décisions ne sont plus dictées uniquement par la distance ou l'imprévisibilité des transports. Cette ouverture progressive contribue à réduire certaines inégalités urbaines, même si elle ne les efface pas totalement. Enfin, pour les citoyens observateurs, le projet agit comme un repère symbolique. Voir une infrastructure fonctionner sans financement extérieur visible modifie la perception de ce que l'action publique peut accomplir. Cette dimension psychologique n'a pas de traduction immédiate dans les indicateurs économiques, mais elle influence l'adhésion collective. Ibrahim Traoré s'appuie sur cet effet pour relier politique économique et expérience vécue. Ainsi, l'impact humain ne se résume pas à un bénéfice unique. Il se décline selon les situations, les âges et les territoires, dessinant une transformation progressive des attentes et des comportements. La première étape consiste à verrouiller la transparence financière comme règle permanente. La publication régulière des audits doit devenir un mécanisme routinier, avec des indicateurs simples, comparables dans le temps et compréhensibles pour le public. Cette clarté réduit les soupçons, stabilise l'adhésion sociale et limite les erreurs d'allocation dans un contexte de ressources contraintes. Sans ce socle, toute consolidation fragiliserait la confiance acquise. La deuxième étape vise la professionnalisation durable des compétences locales. Les formations initiales doivent être prolongées par des programmes continus pour les conducteurs, mécaniciens et gestionnaires du réseau. L'objectif n'est pas seulement de maintenir les bus en circulation, mais d'anticiper les pannes, d'optimiser les coûts et d'améliorer la disponibilité. Cette montée en compétences conditionne la réduction progressive de la dépendance technique extérieure. Troisièmement, la diversification des flux de financement interne devient prioritaire. Sans renier le rôle central de l'or et du coton, l'État peut développer des revenus complémentaires liés à l'exploitation du réseau, à la publicité ou à des services associés. Cette diversification n'élimine pas le risque, mais elle amortit les chocs liés au cycle des matières premières et renforce la résilience opérationnelle. La quatrième étape concerne une extension territoriale prudente. Toute expansion vers d'autres villes doit s'appuyer sur des capacités locales déjà préparées, avec des ateliers et des équipes formées en amont. L'objectif est d'éviter une dispersion des ressources qui affaiblirait la maintenance existante et la qualité du service. Enfin, une cinquième étape s'impose: associer davantage les citoyens. Des mécanismes de consultation régulière sur les lignes et les horaires renforcent la légitimité du projet. Ibrahim Traoré présente cette implication comme un outil de pilotage autant que comme un symbole politique. Cette feuille de route ne garantit pas le succès. Elle définit toutefois des points de contrôle concrets, mesurables et ajustables, indispensables pour transformer une réussite initiale en trajectoire soutenable. Dans les ateliers de Ouagadougou, un geste revient chaque jour: serrer un boulon, ajuster un panneau, tester un circuit avant la mise en service. Ce geste simple renvoie aux trajectoires observées plus tôt, celles du technicien formé et de l'usagère périphérique dont le quotidien s'est stabilisé.
Il relie l'infrastructure à une pratique concrète répétée, exigeant. La souveraineté économique cesse alors d'être un slogan pour devenir une suite d'actions vérifiables. Ce rappel éclaire la portée réelle du projet. Les 1000 bus ne sont pas une fin, mais un support. Ils portent des compétences acquises, des horaires tenus, une confiance partiellement restaurée. Chaque circulation réussie confirme une capacité à produire, maintenir et décider localement, malgré la guerre et l'incertitude. Chaque panne, à l'inverse, rappelle la fragilité de l'équilibre et la nécessité d'une discipline constante. Ibrahim Traoré inscrit cette image au cœur de sa posture publique. Il ne promet pas une réussite définitive. Il assume une direction fondée sur l'effort interne, la transparence et l'apprentissage continu. Cette attitude résonne dans un contexte africain marqué par la lassitude face aux modèles importés et aux promesses non tenues. Rien n'est acquis, tout peut encore basculer. Mais l'expérience laisse une trace durable, celle d'un pays qui tente, ajuste et apprend avec ses propres moyens. Une souveraineté se construit geste après geste. L'expérience des 1000 bus dépasse désormais le cadre d'une politique publique nationale. Elle alimente une réflexion plus large sur les alternatives possibles au modèle de développement fondé sur l'endettement extérieur. Sans être reproductible à l'identique, le cas burkinabé invite à interroger la manière dont des États sous contrainte peuvent mobiliser des ressources internes, rendre les choix visibles et accepter une part de risque assumée. Cette initiative rappelle aussi qu'aucune trajectoire n'est linéaire. Chaque avancée repose sur des arbitrages clairs, observables dans la vie quotidienne autant que dans les équilibres financiers. Le débat qu'elle ouvre ne se limite pas à un succès ou à un échec. Il porte sur la discipline, la transparence et la capacité d'apprentissage collectif face à l'incertitude. Pour les observateurs, chercheurs, décideurs ou citoyens engagés, cette expérience constitue un point d'appui pour discuter de souveraineté, de résilience et de responsabilité publique, sans réponse toute faite. Sa valeur tient peut-être moins à son issue finale qu'aux questions qu'elle pose durablement. À votre échelle, comment interprétez-vous cette tentative et quelles leçons méritent selon vous d'être approfondies, adaptées ou contestées collectivement?